Dominique, ils ont besoin d'hommes au pavillon Bakounine. Faut que tu y ailles. C'est la 2e fois aujourd'hui. La 7e fois en 3 jours. Marre. Annoncer à M. Crespin que je dois m'absenter une demi-heure, que nous poursuivons l'entretien à mon retour, refermer le dossier de soins, plus tard la démarche de soins, plus tard. S'affubler d'une blouse blanche pour faire infirmier, prendre Michel au passage dans l'unité voisine, qu'est-ce qui nous attend encore? Avant-hier, dimanche, 8h, appel de l'unité Alfred Jarry pour une prise de traitement. 3e jour de traitement injectable. Patient coopérant. Heureusement, car c'est un colosse. Et nous ne sommes que 2 infirmiers hommes pour tout l'hôpital. Rebelote à 12h. Lundi, unité Gandhi, 14h. Encore une prise de traitement. Le patient, un jeune type, apparemment terrorisé par sa mise en chambre d'isolement, refuse son traitement injectable. Négociation. En vain. Nous sommes 4. Le patient, M. Tache ou Pache, sur son lit. Chacun prend un membre. Je tiens le patient qui se débat, rue, hurle qu'on l'assassine, multiplie des sauts de carpe. Nous nous couchons sur lui. Nous avons bien du mal, malgré cela, à le contenir. Vite, la piqûre, la relation d'aide, ce sera pour plus tard. Lundi, toujours. Unité Baudelaire, 16h. Le patient, un entrant en hospitalisation d'office, est calme. Aucun traitement n'a été prescrit, ni par l'IPPPP, ni par le médecin de garde. Une mise en chambre d'isolement a été prescrite, par précaution. Le protocole de mise en chambre d'isolement prévoyant le port du pyjama, ce que le patient refuse. Le psychiatre a prescrit l'appel de renfort pour déshabiller le patient et l'obliger à revêtir le sacro-saint pyjama. Un traitement injectable est également ordonné en cas d'agitation. Nous sommes 8 à trouver cette consigne absurde. Appel au médecin de garde auquel nous demandons si l'agitation est le but recherché. Maintien de la prescription. Le patient ne comprend pas, nous non plus. Heureusement, le patient accepte sa mise en pyjama devant 8 hommes. Le traitement prescrit en cas d'agitation provoquée par une prescription aberrante ne sera pas infligé aux malades. Lundi, 20h, unité Alphonse Allais. Madame Vladik refuse de prendre son traitement et jette son assiette à la tête d'une infirmière. Nous sommes appelés pour l'accompagner en chambre d'isolement et lui donner un traitement injectable prescrit. Cela fait plusieurs jours qu'elle est en train de rechuter. État maniaque typique, une furie que la présence de 4 infirmiers hommes excite au plus haut point. Alternance d'insultes et de tentatives de séduction. Madame Vladik demande à être accompagnée par l'infirmier chauve en chambre d'isolement, parce que les chauves sourient. Le chauve, c'est moi. Elle exige d'avoir son injection debout plutôt que couché. Une jeune infirmière s'exécute et ne comprend pas pourquoi, la piqûre à peine achevée, Madame Vladik lui donne une claque. Mardi, 16h, unité Georges Brassens. Un patient éméché, de retour de permission, demande sa sortie contre avis médical. Le médecin de garde, ne sachant pas quelle décision prendre, tergiverse. Le patient balaie d'un revers de la main tout ce qu'il y a sur le bureau. L'interne nous demande de lui faire un traitement injectable et de le mettre en chambre d'isolement. Nous lui faisons remarquer que le patient est en hospitalisation libre et qu'il ne saurait être question pour nous, sauf péril imminent, de lui donner un traitement contre son gré. La situation se serait envenimée si le patient ne s'était calmé, à la vue des 5 infirmiers appelés. Et il n'avait décidé finalement d'attendre le retour de son médecin le lendemain pour faire le point avec lui. Il se sentait d'ailleurs tellement mal d'avoir trahi la confiance de son médecin qu'un traitement supplémentaire lui ferait certainement du bien. Style quasi télégraphique. Verbe oublié, pas d'émotion, ne rien laisser filtrer. Écriture soi-disant objective, comme une transmission infirmière horodatée et signée. Objective, vous dis-je. À quoi ça sert de signer si aucun « je » ne se manifeste? Si chacun, jour après jour, aligne les mêmes expressions stéréotypées? Comme s'il était simple de jouer l'homme. Comme s'il était simple de se coltiner au mieux l'agressivité, au pire la violence.
comme si ces mots désincarnés n'étaient pas parfois aussi écrits avec nos tripes. Que pourrais-je ajouter à ces notes? Le nom du patient, sa pathologie, le sens de ce passage agressif. La plupart du temps, j'ignore son nom, la nature de sa pathologie. Alors, le sens de l'acte. Nul ne nous demande d'être soignants. Nous sommes là pour contenir, contenir et contenir encore. Le comment, le pourquoi. Nos états d'âme n'intéressent personne. Nous sommes là pour contenir. Je déteste ces interventions de force où l'infirmier anonyme n'est qu'un tas de muscles opposés à un patient tout aussi anonyme. C'est ça du soin? Un résidu de gardiennage, oui. Parvenu à ce point, le stylo hésite. Je rature, je réfléchis, je re-rature. J'ai beau tourner et retourner les mots, les phrases, ce qui vient ne me satisfait pas. Je reste à la superficie, je généralise. J'énonce des phrases définitives sur la violence dans la société, phrases que je m'empresse de rayer. Là n'est pas la question. Je n'écris pas un traité théorique. Il est plus facile de décrire des situations que d'énoncer ce que je ressens. Et d'abord, je ne suis pas un homme. Si être un homme m'était si simple, m'appellerais-je Dominique? Serais-je infirmière? Il y a suffisamment de féminin en moi pour que ce besoin d'homme me fasse grincer les dents et le reste. Je refuse de n'être qu'une présence masculine, qu'une menace de violence institutionnalisée, instrumentalisée. Je refuse de n'être qu'une force de l'ordre. Je refuse. Et pourtant, être un homme dans une profession quasi exclusivement féminine n'est pas un positionnement banal. C'est tellement peu banal que cet aspect n'est jamais pris en compte dans les réflexions théoriques. Est-ce que ça fait une différence dans la relation soignant-soigné d'être un homme ou une femme? Évidemment. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'hommes. Et c'est précisément parce que ces situations exaltent cette différence qu'elles suscitent une pression particulière. Lorsque une infirmière n'arrive pas à assumer une situation violente, soit parce qu'elle perçoit mal la situation, soit parce qu'elle a peur, soit parce que le niveau de violence est supérieur à sa capacité à y faire face, c'est l'infirmière, son savoir-faire, qui est en première analyse mis en cause. Ensuite, son savoir-être. Jamais sa féminité. Au contraire, lorsqu'un infirmier n'assume pas une situation violente pour les mêmes raisons, ce n'est pas son savoir-faire ni même son savoir-être qui est mis en cause, mais sa virilité. Pour un infirmier homme, intervenir physiquement auprès d'un patient violent, ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas un problème de savoir-être, c'est une question qui se résume à en avoir ou pas. Une question de couilles. Que la situation s'envenime, que le patient réduit à l'état d'objet soit bousculé, maintenu, piqué, contenu, qu'il n'y ait à aucun moment la possibilité de consentir ne rentre pas en compte. C'est une question de couilles. C'est tellement vrai que, sauf violence pas trop importante, sauf si un soignant est blessé, les conditions de mise en chambre d'isolement, les conditions de contention physique ne seront jamais reprises en entretien, et encore moins en réunion clinique. Nul n'en veut rien savoir. Intervenir, contenir, envelopper, rassurer un sujet qui a perdu ses limites, qui est égaré dans son monde intérieur, dans son délire, qui a besoin de se cogner contre un mur pour ne pas exploser. Oui, faire la preuve de ma virilité. Non. S'il faut absolument en faire la preuve, je préfère me contenir, me maîtriser. Et tant pis pour la réputation de mes couilles. Au commencement était la peur. Peur de l'autre, dont on ne peut prévoir les réactions. Peur de ces regards qui vous traversent sans vous voir.
peur de ces vociférations qui vous annihilent, peur de la violence physique, peur d'avoir trop de violence en soi, peur de ne pas être à la hauteur de la situation, peur d'avoir peur. Et comment n'aurions-nous pas peur? Après tout, si certains patients sont hospitalisés, c'est précisément parce qu'ils sont estimés dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Et si le nombre de ces patients hospitalisés sous contrainte est en constante diminution, il n'empêche que ce sont ces patients-là qui restent hospitalisés le plus longtemps. Cette diminution peut être par ailleurs globalement vraie sans l'être localement. Les secteurs situés dans les grandes villes en savent quelque chose. Soigner est un acte extrêmement complexe qui mobilise chaque fibre du soignant. Chacun soigne avec ce qu'il est, avec ses expériences passées les plus intimes, avec son vécu, avec ce qu'il est en train de vivre. Rien ne prépare vraiment le soignant à affronter cette complexité, ni ses études, ni sa pratique quotidienne. Qu'une infirmière ait été agressée dans l'enfance, qu'un infirmier soit en instance de divorce, qu'il ait eu un père alcoolique, qu'un de ses proches se soit suicidé, que sais-je encore. Chacun de ces événements de vie colorera la prise en charge d'un patient qui évoquera ou non, par un fil ténu, par un trait imperceptible, ce passé. Chaque fois qu'on a besoin d'homme, c'est un homme qui se déplace, un homme avec son vécu d'homme. Enfant, comment était-il? Était-il bagarreur, querelleur? Était-ce un père tranquille, un chatouilleux du point d'honneur? Chaque fois que je suis appelée pour contenir un patient agité, quelque chose en moi se souvient. Je me souviens des bagarres quand j'étais môme, des copains qui me traitaient de... Salboche. Des coups de poing, des coups de pied. Je me souviens de ma rage quand, réfugiée dans un coin de la cour de récréation, j'affrontais ces maudits copains. Je me souviens de ma colère rentrée, des larmes qui ne devaient surtout pas sortir, des dents serrées. Je me souviens de mon incompréhension, de mon père qui me disait que c'était mon problème, qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Je me souviens de Daniel, ma première victime, de Pascal que j'avais explosé pour une histoire de fille, une love story. Je me souviens des balles du samedi soir, des affrontements ritualisés pour les filles, des bastons avec les fachos à Nantes. Je me souviens des volets que me donnait ma mère. Je me souviens que mon père ne m'a jamais frappée. Tout cela est présent et se conjugue avec mon quotidien, avec mon humeur du moment, avec ce que je suis capable de supporter d'un autre à ce moment-là. De tout ce qu'un infirmier peut être conduit à faire dans le cadre de sa pratique, la contention du patient agité est certainement et de loin l'acte le plus complexe, celui qui l'implique le plus et partant le moins partageable, le moins communicable. Contrairement à ce que montrent souvent les médias, et notamment la réclame d'une marque de bagnole que je n'achèterai jamais, les infirmiers du secteur psychiatrique ne sont pas des brutes affublés d'un calot et d'une blouse blanche. Les infirmières du secteur psychiatrique, loin d'être des matrones, sont aussi féminines que leurs homologues des soins généraux. Les infirmiers du secteur psychiatrique ne sont ni plus costauds, ni plus musclés que les autres. Si nous avons choisi d'être infirmiers, ce n'est pas pour enfermer ceux qui délirent, qui ont un comportement différent, mais pour soigner des individus qui souffrent de difficultés psychiques. Il est parfois bien difficile de maintenir vivace cet idéal. Lorsque Jean-Michel me traite de pédé, de dégonflé, lorsqu'il me dit que de toute façon il me retrouvera à la sortie, lorsque Thierry insulte ma collègue, sale chienne, tu n'es bonne qu'à te faire sauter dans les coins par les médecins,
Lorsque René monte sur le rebord de la fenêtre, nu comme un verre, et commence à se masturber. Lorsqu'il nous jette à la figure le bol de soupe que nous venons de lui apporter. Lorsqu'Alain nous répond « Va te faire foutre, si tu continues à m'emmerder, je vais te mettre mon poing dans la gueule !» Lorsque Claude arrache le lavabo de la chambre d'isolement, qu'il casse la serrure à force de frapper dans la porte. Lorsque Serge bouscule l'infirmière pour s'échapper. Lorsqu'Henri se faufile la nuit dans la chambre de Bruno pour le sodomiser. Lorsque Françoise, en état maniaque, se frotte à tous les hommes. Il est parfois difficile de garder intact son idéal de soignant. Dans ces situations, même en équipe, chacun de nous est seul. Seul avec lui-même, seul avec ce qu'il peut supporter. Si seulement nous pouvions parler, si seulement quelqu'un nous écoutait, si seulement notre parole pouvait être entendue, s'il était possible d'énoncer sa peur sans être jaugé, jugé, condamné, si nous pouvions nous autoriser à parler de ce que nous ressentons à propos de ces patients, sans que cela soit pris ni comme un jugement de valeur, ni comme une preuve de faiblesse. Il faudrait pour cela accomplir un véritable travail clinique, comme il ne s'en fait plus guère. C'est parfois une telle torture de parler de soi, de ses craintes, de ce que nous ressentons. Alors, nous nous réunissons à 2, 3 autour d'un café et nous parlons. Nous parlons du médecin qui ne pas assez, du surveillant qui trop, de tels collègues qui ne sait pas poser de limites. Nous nous épanchons entre nous de ce que nous n'osons pas dire, du plateau repas que le patient nous renvoie une fois à la gueule et que nous ne lui servirons plus au repas qui suit, du patient qui nous insulte et dans la chambre duquel nous n'entrons pas. Il attendra pour fumer sa clope d'être poli. Nous évoquons notre peur. Moi, tout seul dans sa chambre, j'y rentre pas. Si au moins on était épaulé par le médecin, mais tu parles. Avec Winthrop, c'est le patient qui a toujours raison. Moi, je me souviens, j'avais été appelé pour maintenir Boulindo dans le service du docteur Bénichou. Ça a duré 3 mois, avec électrochoc et tout. On entrait à 6 infirmiers dans sa piole, et je peux te dire que ça rigolait pas. Un jour, Bénichou est entré seul dans sa chambre et il lui a dit « Maintenant, ça suffit. Si vous continuez sur ce chemin, c'est à moi que vous aurez affaire et vous rigolerez pas tous les jours. » Boulindo est resté quoi? Le lendemain, il acceptait son traitement. Tu imagines Winthrop se pointer, seul dans la chambre de Martinez? Il n'ose même pas annoncer son changement de traitement à Betonou. J'en ai marre. On passe notre temps à signaler que Buzard ne va pas bien. Le PH s'en tape. Il a même diminué son traitement. C'est à se demander s'il lit le dossier de soins. L'autre jour, Buzard m'a demandé de sortir, menaçant et tout. Et il n'a peut-être pas le droit de sortir, mais moi, je préfère l'accompagner à la cafétéria. J'ai pas envie de me prendre un coup. De toute façon, moi, si ça continue, je m'arrête en maladie. Ça fait 3 après-midi que je travaille avec un intérimaire différent. J'en ai ma claque, hein. Non mais c'est trop fort. Au flash ce matin, je raconte que Martin m'a mis une claque et que ça ne peut plus durer. On en a marre de se prendre des coups. La psychologue me répond avec plein de circonvolutions que c'est peut-être mon contre-transfert qui me fait agir ainsi. Et qu'il est possible d'imaginer que si j'étais plus souple, Martin agirait différemment. Puis quoi encore? C'est elle qui les prend les coups? Seul, entre nous, on fait bloc, on fait équipe. Et tant pis pour la cohésion de l'équipe pluridisciplinaire. J'ai peur. Chacun de nous aura peur du médecin-chef de l'ASH, et c'est normal. Et c'est aussi avec cette peur qu'il nous faut travailler, à condition qu'il existe un lieu où élaborer à partir de cette peur. Il est d'autant plus important d'éviter que ce sentiment de crainte ne nous submerge que le patient a parfois encore bien plus peur que nous. Et après tout, comment n'aurait-il pas peur de nous? Imaginez que vous vous promeniez tranquillement dans la rue, que des policiers, sous un prétexte que vous ne comprenez pas, vous conduisent à l'hôpital psychiatrique. Ne seriez-vous pas agressif? Ne penseriez-vous pas que cet hôpital n'est pas un véritable hôpital, que ces soignants sont des faux soignants, confrontés à un risque vital, à un complot dont vous ne saisissez pas les ramifications,
ne vous défendriez-vous pas avec l'énergie du désespoir? En 20 ans de carrière, j'ai dû affronter bien des situations difficiles. La peur a été parfois ma compagne. Et les circonstances les plus périlleuses n'étaient pas forcément les plus angoissantes. Il est parfois plus facile de désarmer un patient délirant qui a le doigt sur la gâchette que d'empêcher une suicidaire de sauter par la fenêtre, surtout si son poids vous entraîne vous-même dans le vide. Les situations extrêmes vous conduisent souvent à vous dépasser, à éprouver cette froide lucidité qui calme les plus agités, les plus violents. J'étais élève infirmier depuis 3 jours lorsqu'éclata une bagarre générale au salon de l'unité où je travaillais. Dans cette unité de 72 lits, une vingtaine de patients en étaient venus aux mains, pour je ne sais quelle raison. Les 3 infirmiers présents et l'élève infirmier devaient tenter de séparer tout le monde. Inutile de vous dire que je n'en menais pas large. Attraper l'un, l'écarter de l'œil du cyclone, l'empêcher d'y retourner, en attraper un autre, le tout sans violence excessive. J'aurais bien voulu voir Hercule dans un cas pareil. Nous étions pris depuis 3 minutes dans ce maelstrom lorsque j'entendis, dominant tous les cris et jurant « Non, pas lui !» Le temps de me retourner et je vis Roger, une chaise levée au-dessus de ma tête, suspendre son geste et poser la chaise à terre. Sans l'intervention de Rachid, un jeune patient psychopathe, j'en prenais plein la tête. J'ai bien failli ne jamais être infirmier. C'est pour le rouge, un patient chronique qui a encore pété les plombs. J'y suis allé hier, on était 5 et on a eu du mal, me dit Michel. Arrivé à l'unité Bakounine, les infirmières ont dépassé le stade critique. Elles sont à bout. Le secteur vient d'ouvrir un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel en ville. Les effectifs ont fondu comme neige au soleil. Il n'y a plus que 3 infirmiers hommes pour tout le secteur. Les patients, dans un cadre qui leur paraît moins structurant, s'agitent de plus en plus. Il n'y a plus assez de chambres d'isolement. Le rouge, je ne le supporte plus. Il est répugnant, nous dit une grande blonde sympathique. Avant, ça allait, mais maintenant, il ne tient plus dehors. Les hospices sont de plus en plus fréquentes. Et puis ça ne s'arrange pas. Il est de plus en plus agressif. Vous 2 plus Hubert qui arrive, ça fait 3. Si c'est comme hier, ça sera trop juste. Il est vraiment dégueulasse. Je suis sûre qu'il le fait exprès d'uriner par terre. Il crache la figure. Je ne le supporte plus. Ça promet. Alors, c'est pour qui? Richard? Je l'ai suivi 3 ans au dispensaire. Je le connais bien. Qu'est-ce qu'on lui fait? Traitement injectable, plus anticoagulant. Si on réussit à lui prendre l'attention, ça serait parfait. Hier, on n'a pas pu. Je m'en charge. Normalement, ça devrait passer. Sinon, on essaie de le maintenir et tu le piques. Joignant le geste à la parole, Hubert ouvre la porte renforcée de la chambre d'isolement. Bonjour. Alors, mon bon Richard, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Hubert, enfin quelqu'un de confiance. Si tu savais ce qu'ils m'ont fait, j'ai tout vu. C'est bien simple, jusqu'aux extraterrestres. Et puis avec ces putains d'infirmières. Il vaut mieux que ça se passe bien. Richard le Rouge n'est ni grand ni très costaud, mais ça ne serait pas simple de le maintenir. Richard le Rouge, c'est Laurel et Hardy dans une même personne. Le haut du corps, c'est Laurel, un Laurel vieilli, marqué par la maladie. Le bas du corps, c'est Hardy, un Hardy dont le corps serait un énorme, un gigantesque œdème, avec des cuisses comme des piliers cloués dans le sol. Il ne sera pas simple de le déplacer. Il faudrait le déraciner. Et Richard retrouve Hubert et il a tant de choses à lui raconter. Michel et moi décidons de rester dans l'entrebâillement de la porte, au cas où. Nous n'entrons pas pour ne pas envahir, pour ne pas perturber ses retrouvailles, mais nous sommes prêts à bondir dans la chambre pour centurer Richard en cas de nécessité. Les infirmières de l'unité sont derrière nous, avec les seringues dans le plateau. Hubert et Richard sont sur le fil du rasoir. Il suffit d'un rien pour que tout dérape. Qu'Hubert prête trop attention à un mot, à une expression, et tout bascule. Tu te rends compte que ces salopes d'infirmières ont été jusqu'à me piquer? Mais je ne me suis pas laissé faire. Hein. Ça y était, la machine à baffe. T'as pas changé, Richard. Ça me rappelle la première fois que je suis venu chez toi en visite à domicile.
T'as pas arrêté de gueuler en disant que t'avais pas besoin qu'on s'occupe de toi, mais tu m'avais préparé un café. Ouais. T'as toujours su ce que tu voulais. Même les aliens te respectent. Bon, t'es venu pour me faire la piqûre. Bah, vas-y, fais-moi là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Nosinant, Aldol pour chasser les aliens, puis il y a aussi de l'anticoagulant. C'est pas vrai. Vous allez encore me faire chier longtemps avec ces piqûres de PD. Allons, Richard. C'est toi qui me les fais, hein. Je veux pas que ces pétasses d'infirmières elles me touchent. Ouf. Hubert réussit même à prendre l'attention de Richard. Pendant ce temps, les infirmières nettoient la chambre, vident le pot. Hubert quitte Richard en lui promettant de venir le revoir et cette fois sans piqûre à faire.